Pour la suite, nous allons vous permettre d'avoir l'avis, bien sûr, de nos populations sur le sujet que nous allons proposer aujourd'hui. C'est la polygamie. On regarde, on écoute et on revient dans quelques instants. La polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs épouses en même temps. Le Seigneur a dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit à ses femmes. Donc c'est à une seule femme que l'homme doit s'attacher réellement. Nous sommes déjà dans une société africaine où par la base, même nos parents avaient déjà plus d'une femme. Maintenant, avec la civilisation, la polygamie est déjà définie comme quelque chose qui appartient déjà à nos mœurs africaines. Voilà, et donc c'est pour ça que je ne suis pas contre. Maintenant, je suis aussi contre parce qu'aujourd'hui, avec la civilisation, le mariage qui est établi par Dieu, qui dit que quand tu as décidé de donner ta main à appartenir à une seule personne, tu dois rester fidèle à cette personne-là. Donc c'est en ce sens-là que je suis, comment on appelle ça, contre. Pour moi, ce n'est pas un problème d'être un polygame. Il ne suffit pas de prendre femme pour femme ou bien femme parce qu'on veut être polygame, mais il faut respecter certaines conditions. La condition, c'est de respecter d'abord les deux femmes. Ne pas primer ou bien blâmer une par rapport à l'autre, au détriment de l'autre. Si tu donnais 5 000 francs à la première, avec l'arrivée de la deuxième, tu dois continuer de donner les 5 000 francs à la première. De base, j'ai grandi dans un foyer où mon père a promis fidélité à ma mère. Donc, du coup, je ne suis pas pour la polygamie. Parce que la polygamie crée en griffe des familles recomposées. Et après le décès du père, si la famille n'est vraiment pas soudée, ça risque de créer vraiment un conflit entre les frères et demi-sœurs. La polygamie de Donna, c'est impossible. Je ne veux pas vivre avec deux femmes et mon mari, non. Je me marie, mon mari, l'autre femme, moi ici, là. Il va faire 2 jours. Et l'autre femme, et puis en ce moment, moi ici, là, non, il va se faire. Je suis sorti d'une famille polygamique. Vraiment, ce que j'ai vécu, je n'aimerais pas conseiller à quelqu'un. Ça affecte beaucoup la relation entre les enfants. Je dis ça en conséquence de cause. Donc ça, c'est pas bon. Et puis même quand l'homme en question décède, il y a toujours des tiraillements. Oui. Donc c'est vrai, vous avez épousé 2 femmes. Et puis les 2 mêmes ont cohabité dans une même maison. Ouais. Donc du coup, les enfants se sont retrouvés au milieu des tiraillements entre les 2 femmes et tout ça et tout ça. Et puis même quand l'homme décède, il y a toujours des problèmes entre les 2 familles. Ça n'en finit jamais. C'est toujours là. Égalité, dualité, rivalité, valeurs traditionnelles, valeurs religieuses, les maîtres mots qui reviennent lorsqu'on évoque ce mot très important, je l'ai dit, la polygamie. Aujourd'hui, nous mettons ce sujet sur la table pour échanger avec notre invité. C'est l'interview du jour à vous proposer juste après ce jingle. Et voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur sur RTI1 depuis 7h00. Nous sommes en votre compagnie sur la chaîne qui rassemble et nous avons le plaisir de l'avoir, le docteur Frédéric Zabidjo. Voilà, il est psychothérapeute. Hein. Il est multicasquette. Hein. Si on commence à citer, on va ici. Avec vous, aujourd'hui, on va parler de la polygamie. On l'a dit à l'entame de cette émission. Je sais que nos téléspectateurs se sont préparés, ont déjà commencé le débat chez vous à la maison. C'est bien, hein. C'est bien. Alors, la polygamie, il y a tellement de définitions. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une hydre multiforme, une grosse bête qui a plusieurs formes, oui, que tout le monde craint en public, tout le monde craint le jour, oui, mais que tout le monde fréquente, tout le monde, avec laquelle tout le monde s'accoutume la nuit. OK. La polygamie, en fait, c'est une relation entre une personne et plusieurs autres personnes. Oui. Ce n'est pas forcément la relation entre un homme et plusieurs femmes. C'est une relation entre une personne et plusieurs femmes. Et plusieurs personnes, plusieurs autres personnes. Ça, c'est la polygamie. Ça, c'est la définition classique de la polygamie.
Je crois qu'il y a d'autres mots qu'on entend, hein, polygynie, polyandrie. Voilà. Par abus de langage, on parle souvent de polygamie là où on doit parler de polygynie. La polygynie, ça c'est la relation entre un homme et plusieurs femmes. C'est de ça que les gens parlent en général. Okay. Et par abus de langage, ils utilisent le terme polygamie. Sinon, la polygamie n'a pas de genre, n'a pas de sexe. Autant un homme peut se marier à plusieurs femmes, oui. Autant dans certaines cultures, il y a une femme qui peut se marier à plusieurs hommes. Okay. On a des communautés en Arménie où les femmes se marient à plusieurs autres hommes. Oui. Et là, on parle de polyandrie. Donc, il y a la polyandrie pour la femme, oui. La polygynie pour l'homme. Ce sont ces deux-là, c'est dans le cadre de ces deux types de relations qu'on parle de polygamie. Bien sûr. Donc la polygamie, il faut le retenir de façon synthétique, ce n'est pas la relation exclusivement réservée aux hommes où les hommes se retrouvent avec plusieurs femmes. Non. Voilà. Donc si quelqu'un veut parler de légalisation, par exemple, de la polygamie, oui. Si on s'en tient au terme strict, oui. On va dire qu'on est en train de légaliser un phénomène où autant l'homme que la femme peuvent se marier à plusieurs partenaires. Bien sûr. Là, on parle de polygamie. Quand c'est les deux gens que cela concerne. Sinon, si c'est un homme qui va avec, qui épouse plusieurs femmes, on parle de polygynie. Et lorsque c'est une femme qui a plusieurs maris, ça existe, hein? Oui, ça existe quelque part en Asie aussi. Oui. Ça existe, je crois, en Inde. Asie, même dans des communautés américaines aussi, ça existe. Oui, OK. Ça existe un peu partout. Et ça, c'est la polyandrie. La polyandrie, où une femme a plusieurs maris. Merci de nous rendre un peu plus intelligents aujourd'hui. Dr Frédéric Zabidjo avec ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, donc nous allons rester dans la logique de la polygynie, hein, pour qu'on puisse mieux se comprendre. C'est un homme qui marie plusieurs femmes. Enfin, qui vit avec plusieurs femmes. Je pense qu'avec Sandrine Adon, qui est juriste, on verra le côté vraiment juridique de cette affaire. Mais dites-nous, quelles sont, par exemple, les causes? Qu'est-ce qui pourrait amener cela? Déjà, il faut aller à l'origine de la polygynie à travers le monde. Ce phénomène-là est né du fait qu'il y a beaucoup de femmes qui mouraient en couche. Elles mouraient pendant l'accouchement. Et donc, les hommes avaient peur de perdre ces femmes-là et de ne pas pouvoir perpétuer leur descendance. C'était la première raison et la raison majeure pour laquelle les gens se prenaient plusieurs femmes. Ensuite, avec l'évolution, on s'est rendu compte que la polygamie avait d'autres causes, notamment des causes d'ordre économique. Pour l'homme, c'était une façon d'avoir de la main-d'œuvre abondante pour produire les seuls revenus, particulièrement en Afrique ici, qui pouvaient être les revenus du ménage, aller au champ. Donc, avoir une seule femme était synonyme de ne pas pouvoir faire beaucoup d'enfants, en fait, alors qu'on avait besoin d'une main-d'œuvre abondante, qui n'était pas accessible, en fait. Donc, il fallait qu'on fasse beaucoup d'enfants avec plusieurs femmes pour avoir cette main-d'œuvre-là pour produire dans les champs, etc., pour qu'on puisse avoir une vie aisée. Et il y avait également des raisons d'ordre culturel. Dans beaucoup de communautés, avoir plusieurs femmes était synonyme d'aisance, est synonyme de réussite sociale, synonyme de bien-être également. Donc, quelqu'un qui a plusieurs femmes, qui avait plusieurs femmes et qui avait plusieurs enfants par ricochet était considéré comme un homme bien dans la société. Bien sûr. Ça, c'était les coutumes. Avec l'opulence qui va avec. Voilà, avec tout ça. C'était la coutume. Et cette coutume-là, elle a été perpétuée. Il faut savoir qu'une coutume, c'est, si vous voulez, c'est des pratiques des gens dans un temps qui ont été perpétuées dans le temps. Donc, j'ai un comportement aujourd'hui, ce comportement devient une habitude et avec le temps, ce comportement-là se généralise et on en parle sur plusieurs générations et plusieurs générations. Du coup, on parle de coutumes. Donc, il ne faut pas s'accrocher à certaines pratiques sociales, perpétuer ces pratiques-là sous le couvert de, si vous voulez, de la coutume qui légitime en fait ces choses-là. Moi, je suis en train de donner des explications pour qu'on puisse faire des choix éclairés. Que celui qui nous écoute, qu'il sache s'il doit s'engager dans la polygynie, qu'il sache pourquoi il s'engage dans la polygynie ou bien pourquoi il ne doit pas s'engager dedans. Donc, les facteurs essentiels, c'était ces facteurs-là, déjà d'ordre social, d'ordre culturel, d'ordre sanitaire, et également, c'était aussi d'ordre religieux. Il y a beaucoup de religions
enfin, quand je parle de religion, la compréhension de certaines religions par certaines personnes les poussait à penser que la polygynie était ordonnée par Dieu. Et donc, ils s'engageaient dans cette pratique-là avec la ferme conviction qu'ils sont en train d'obéir à une injonction du Seigneur. Mais il y a cet aspect très important qu'il ne faut pas mettre de côté. Vous parlez de la religion. Oui, c'est clair qu'il y a des aspects religieux. Oui. Bon, là, je ne suis pas dans une casquette de religieux, je suis donc mal placé pour parler des aspects religieux. Sûr, oui. Mais je me dis que très souvent, quand on essaie de lire, c'est vrai que je ne suis pas en train de parler en tant que religieux, mais quand on essaie de lire les livres qui en parlent, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas, si vous voulez, une ordonnance express à appliquer à tout vent par tout le monde, ou bien qui doivent être appliquées tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des brèches qui ont été ouvertes, et les hommes, parce que James Brown l'a dit, hein, notre société, c'est une société d'hommes. Et les hommes interprètent les textes en leur faveur. Donc, leur compréhension des textes, qu'ils érigent en la compréhension des textes, fait que, on a l'impression que c'est un phénomène qui doit être. Je pense que quand on aura la possibilité d'avoir les sachants, parlant de ce texte-là, on aura d'autres explications qui pourront peut-être nous éclairer aussi, pourquoi pas. Alors, nous poursuivons en disant, si on parle de cause, c'est qu'il y a quelque part des conséquences. Oui, il y a beaucoup de conséquences, mais avant d'arriver déjà aux conséquences, il faut qu'on essaie d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, la polygynie, pour être toujours dans le terme concret, la polygynie. L'homme qui prend plusieurs femmes, il ne regarde qu'à lui et à ses seuls intérêts, à ses seuls besoins, qu'il cherche à combler par la présence de plusieurs femmes. Il a des problèmes qu'il refuse de résoudre en interne et pour lesquels il cherche des solutions en externe. Il s'est dit, ma femme, par exemple, ne peut pas me donner un enfant, il faut bien que j'aie des enfants. Et donc, la solution pour lui, c'est d'aller prendre une autre femme qui lui donne des enfants. Il ne prend même pas la peine de savoir si c'est lui le problème ou si c'est la femme. Ça, c'est d'un. On s'est dit, cette femme-là, elle n'a pas un bon comportement et tout, donc il me faut d'autres femmes. Mais il oublie que de la même façon qu'il peut se plaindre de sa femme qui ne le satisfait pas à mains égards, c'est de cette même façon-là qu'elle aussi, ayant des sentiments, ayant aussi des émotions comme lui, elle peut se plaindre de son comportement et chercher à voir ailleurs. Donc, les hommes ne sont pas différents en termes de constitution physiologique que les femmes. Nous sommes constitués des mêmes matières. Nous avons les mêmes ressentis. Nous avons donc les mêmes besoins à certains niveaux, sauf que ça s'exprime différemment. Donc, autant nous justifions, nous légitimons, nous légalisons le fait pour nous d'aller chercher ailleurs pour telle ou telle raison, si on veut aller dans notre logique, les femmes aussi ont la possibilité de nous reprocher les mêmes choses et puis d'aller voir ailleurs. Est-ce que ceux qui sont dans la polygynie peuvent accepter que leur femme soit dans la polyandrie dans le même temps? La question reste. Véritable question, oui. Est-ce qu'ils peuvent l'accepter? Je suis d'accord que oui, là, ma femme, elle ne me satisfait pas du tout, il me faut 3 femmes, 4 femmes. Je suis d'accord que j'en ai les moyens, enfin, parce qu'on ramène tout aux moyens, on va en parler encore tout à l'heure. Oui. On ramène tout aux moyens, oui, il faut donner, j'ai entendu ça dans l'extrait tout à l'heure, si tu donnes 5 000 ici, il faut donner 5 000 là. Le problème n'est pas là, ça c'est rien du tout, ça c'est à la portée de n'importe qui. On légitime les choses par là, mais il y a des femmes aussi qui ont des moyens et qui ne sont pas satisfaites de leur homme, dans le lit, comme à la maison, comme dans les comportements. Est-ce pour autant qu'elles vont voir ailleurs? Elles s'interdisent des choses. Parce qu'elles ont été nourries à la sève de certaines valeurs que les hommes n'ont pas, malheureusement, et qu'ils essaient de légitimer par le fait de la coutume ou bien des habitudes. Mais quoi qu'elles ne sont pas nombreuses. Enfin, je veux dire, sous nos cieux, ça n'existe pas. Où ça existe, on sait pourquoi on le fait. Voilà, il y a les valeurs traditionnelles, coutumières, mais sous nos cieux, ça n'existe pas. Il y a plus d'hommes qui le font que de femmes. C'est ce qu'on croit. Oui. C'est ce qu'on croit malheureusement. Et c'est en cela que le phénomène de la polygynie est dangereux. Les hommes croient qu'ils ont le monopole des relations extra-conjugales. Malheureusement, ce qu'ils ne savent pas, ou bien ce qu'ils feignent de ne pas savoir, c'est que les femmes, beaucoup plus qu'eux, sont dans les mêmes phénomènes. Sauf qu'elles le font de façon très, très voilée. Elles ne s'exposent pas comme eux le font.
Parce que, comme je l'ai dit au départ, avoir plusieurs femmes pour un homme, c'était signe d'aisance. Donc, eux, ils le font au vu, au su de tout le monde. Et quand un homme le fait, bon, ben, il a gros dos, il a une grosse veste et tout le monde est fier de lui. On dit bravo, voici le mâle de la cour. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les femmes ont les mêmes besoins, qu'elles cherchent aussi à satisfaire et qu'elles satisfont. Malheureusement, à l'ombre si vous voulez, des caméras, de la lumière et tout ça, elles le font dans l'homme. Je vous assure que si on imposait un test d'ADN dans les familles, nous les hommes, on allait s'y raviser très rapidement. Je crois que vous êtes en train de faire sortir des vérités là, docteur Frédéric Zahabidjo. Moi, je suis un peu dubitatif sur ce que vous êtes en train de dire parce que est-ce qu'on ne fait pas quelque part une amalgame avec les fidélités? On parle de polygynie, on sait que c'est un homme qui va avec plusieurs femmes, il prend des femmes à la maison et tout, elles sont 2, elles sont 3, elles sont 4, ça dépend vraiment de sa compréhension et de ses valeurs et tout. Mais est-ce que quelque part on ne fait pas d'amalgame avec les fidélités? Que veut dire infidélité? L'infidélité, c'est le fait de ne pas être dans une relation unique avec une personne. Et quand on est en relation avec Pierre, qu'on va avec Paul, avec Jacques, avec Jean-Pierre, on est infidèle. C'est ça l'infidélité, oui, au sens strict du terme. Donc, quand bien même que la relation soit légitime et légale, le fait que ce soit avec plusieurs partenaires, si je prends l'infidélité au sens strict, c'est de l'infidélité. Si je prends l'infidélité au sens strict, c'est de l'infidélité. Tout le reste, ce sont des commentaires que chacun fait pour se donner bonne conscience. Moi, je dis, je ne veux pas aller dans les analyses religieuses. Ça, c'est vraiment, oui. J'abandonne ça aux religieux. Moi, je reste dans les analyses psychosociales. Bien sûr. Donc, c'est de l'infidélité, quelque part. La seule différence, c'est que c'est une forme d'infidélité qui prend si vous voulez, pour ne pas me répéter, qui prend une forme légale et légitime. Le fait pour moi d'avoir une relation extra-conjugale, je la mets à la lumière, j'en informe celle avec qui je vis, j'en informe nos différentes familles, j'en informe la société. C'est ce cachet légitime-là qui fait la différence entre l'infidélité en griffe et puis les autres formes d'infidélité. C'est ça la différence. Donc, ça c'est vraiment une question de forme. Mais dans le fond, le phénomène reste le même. Le phénomène, c'est qu'on n'est pas constant, on n'est pas dans une relation stricte avec une seule personne. Bien sûr. Je ne dis pas que c'est le modèle. Chacun va analyser et faire ses choix en fonction. Analysons ce que ça pose comme problème. La polygynie, ça met malheureusement des personnes en compétition. Le fait pour moi de prendre plusieurs femmes, ça veut dire que je suis en train de mettre ces femmes-là en compétition. Et mettre des gens en compétition, quand vous allez par exemple jouer un match de football, il y a des enjeux. Et le fait pour vous de vouloir gagner ce match-là, vous voyez vous-même les pressions que ça vous met. Et ça, c'est le temps de 90 minutes, le temps d'un match de football. Imaginez que vous êtes sous ces pressions-là toute la vie et à tout moment. Ou vous êtes en compétition avec d'autres personnes. Ou vous vous dites, je peux perdre mes prébendes à tout moment. Je peux perdre le père de mes enfants à tout moment. Mais ça crée des problèmes psychologiques à ces personnes-là. Ce n'est pas pour rien que les cabinets de psychologie sont fréquentés à plus de 90% que par des femmes. Que par des femmes. Elles souffrent de la dépression, elles souffrent de l'anxiété. Elles n'ont aucune visibilité sur leur avenir. On ne parle pas de cet aspect-là de la polygamie. Ce qui nous intéresse, c'est que nous, les hommes, on a nos besoins qui sont satisfaits et qu'on peut donner, on a les moyens financiers. Mais vous n'avez pas encore vu des gens qui sont milliardaires et qui pleurent dans leur lit de milliardaires? Il y a des femmes qui sont mariées à des gens qui sont hyper riches et elles sont là-bas et elles ont des relations avec le gardien. Pourquoi? Alors, docteur Zahabi, non, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais bon, vous avez parlé de plusieurs aspects. C'est vrai qu'on est très dans le côté négatif de la question, quoique il y a quand même des foyers où ça marche. Donc, quelque part, on peut parler du bon côté aussi de cela. Parce que ça marche aussi quelque part. Quand on dit ça marche, c'est de quel point de vue? Qui dit que ça marche? En général, ce sont les hommes qui constatent que ça marche. Et les femmes qui disent que ça marche, quand vous les interrogez en privé, elles vous disent leur avis là-dessus. Mais sinon, on voit des foyers où il y a l'entente.
qu'est-ce que c'est que l'entente? On se marie pourquoi, monsieur Angeval? On se marie pourquoi? On ne se marie pas juste pour avoir un partenaire. On se marie pour être heureux dans son mariage. On se marie pour être heureux le plus longtemps possible avec son ou sa partenaire. Le bonheur dans le foyer est le but ultime du mariage. Est-ce que ces gens qui sont obligés, en griffe, d'accepter des relations polygyniques, est-ce que ces femmes-là sont heureuses? En réalité, elles feignent d'être heureuses. Elles feignent d'accepter quelque chose que leur cœur refoule. Donc pour vous, il y a de l'hypocrisie quelque part. L'hypocrisie, c'est Ouais. un faible mot. Parce que moi, je les bon, c'est ok. un faible mot. Moi, je les écoute au quotidien en cabinet. Elles sont dans des foyers où on a le vernis du tout va bien et tout. Dans la forme, ça va, mais dans le fond, c'est compliqué. Mais dans le fond, les gens souffrent. La souffrance ici n'est pas matérielle. C'est clair que le monsieur, il a les moyens d'acheter une villa, d'acheter une voiture, de faire voyager ses différentes femmes, faire le tour du monde. Ça existe. Et si c'est ça, ça va, tout va bien, oui, de ce point de vue-là, tout va bien. Mais en réalité, à qui ça plairait de partager l'objet de son amour? L'amour est exclusif pour n'importe qui. Que ce soit pour un homme comme pour une femme, l'amour est exclusif. Quand j'aime quelqu'un, je n'ai pas envie de le partager. Quand une femme aime quelqu'un, elle n'a pas envie de le partager. Ça, c'est ce qui est. Maintenant, pour des raisons ou d'autres, on s'est dit, bon ben, je suis obligé de faire avec. On fait avec. Parce que si je le laisse, j'ai laissé mon mari ministre là, pour aller où? Le monsieur, j'ai déjà eu 6 enfants avec lui, je vais le laisser pour aller où? Pour devenir quoi? Bon, je vais le laisser et puis maintenant là, on ne va plus me dire Madame X. C'est cela qu'on regarde et puis on se sent obligé de rester là. Et on sourit comme ça pendant que le cœur pleure. Et les pleurs, c'est nous qui les écoutons au quotidien. La polygamie, non seulement ça crée beaucoup de souffrances psychologiques au niveau des différentes personnes qui s'y engagent, mais ça expose toute la famille. On aura l'occasion de parler des conséquences de la polygamie au cours d'une émission, certainement demain. Bien sûr, oui. Voilà, mais pour le moment, je m'arrête, je fais des analyses un peu générales. Ça crée, en dehors des souffrances psychologiques, ça expose la santé physique de toute la famille. Oui, comme on est presque pris aussi par le temps, vous allez évoquer les défis psychologiques de cet état de fait. Allons-y. Oui, ça fait partie des défis psychologiques là. C'est-à-dire que la santé est de façon perpétuelle, de façon constante, si vous voulez, mise à rude épreuve. Parce que très souvent, on voit dans les pays où les gens sont polygamiques, ça ne les freine pas pour autant. Ça ne les freine pas à s'engager dans des relations extra-conjugales, malgré le fait qu'ils soient avec déjà plusieurs épouses. Ils sont dans d'autres relations extra-conjugales. Et dans ces relations extra-conjugales, ils peuvent attraper des maladies qui peuvent venir refiler à leurs différentes épouses à la maison, pour fragiliser leur état de santé. Ça, c'est des choses, c'est des conséquences dont on parlera en profondeur. Donc, outre les défis psychologiques, on a des défis sanitaires. Mais en même temps, il y a des défis éducationnels. Quand vous êtes polygame, que vous êtes tout le temps partagé entre plusieurs épouses avec qui vous avez des enfants, quand vous abandonnez, imaginez que vous ayez 3, 4, 5, 6, parce que tout ça c'est la polygamie, épouses. Vous faites un jour ici, un jour là, un jour là, un jour là. Ça veut dire que si par exemple vous avez 6 épouses, que vous avez vu la première le lundi, vous la reverrez peut-être que le lundi ou le mardi de la semaine prochaine. Si vous avez des enfants avec elle, ces enfants-là, qui les éduquent? Ça a été mentionné dans l'élément que nous avons. Ces enfants-là, qui les éduquent? Et il faut qu'on le sache. Quand vous n'êtes pas là, quelqu'un sera là pour les éduquer. Maintenant, qui est ce quelqu'un et quelle valeur il donne à vos enfants? Donc, la fameuse descendance qu'on voulait acquérir, on va l'avoir de façon matérielle. On a des enfants. Mais quel genre d'enfants? Je ne dis pas que tous les enfants issus de foyers monogamiques sont forcément de bonne éducation, ou bien que les foyers monogamiques sont les meilleurs. Mais je dis, quand on est dans une relation polygamique ou bien polygynique, quel est l'avantage qu'on a dans un tel foyer? Si on veut être partial, si on veut analyser les choses de façon équilibrée, est-ce que c'est dans quoi nous on prend plaisir? Est-ce que ça plaît forcément à la personne qui est en face de nous? Parce que les gens, ils font des analyses de leur point de vue.
Les hommes se placent, comme c'est une société d'hommes, ce sont les hommes en général qui sont à l'Assemblée nationale, ce sont eux qui votent les lois. Ce sont eux qui sont partout dans les gouvernements. Ce sont eux qui décident en fait. Donc ils cousent tous les habits à leur seule mensuration. Et ils veulent faire porter ces habits-là à tout le monde, aux femmes. Et les femmes, elles acceptent de porter ces habits-là parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas le choix. Parce qu'elles ont une mentalité qui est, si vous voulez, au bas des escaliers où on dépend de l'homme entièrement. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes un grand défenseur de la femme. Non, hein? un grand défenseur de l'équilibre social. De l'équilibre social. Pas de la femme. Mais c'est vrai ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, quand on parle de ce sujet, il faut regarder la vie des deux parties, les hommes et les femmes. Les femmes surtout. Ce que vous voulez nous dire. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? On va revenir, bien sûr, sur d'autres aspects de ce sujet très, très, très important. Il y a tellement de branches à développer, surtout l'aspect religieux que vous avez évoqué. Alors, qu'est-ce qu'on retient, très cher docteur Frédéric Zabidjo, sur ce sujet, la polygamie, aujourd'hui? Moi, j'ai envie qu'on retienne que... J'ai envie de dire la polygynie. La polygynie. Voilà, pour que nos téléspectateurs comprennent bien que la polygynie, c'est un homme qui épouse plusieurs femmes. La polyandrie, c'est une femme qui épouse plusieurs hommes. Et ce sont ces deux termes-là qui forment la polygamie. Voilà. Et quand ce détail-là est éclairé, oui, j'ai vraiment envie que les gens retiennent que la polygamie, quand on analyse ce phénomène social-là, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas d'avantage. En fait, moi, je n'en vois pas. Oui. Sauf si on se place d'un seul point de vue. D'un seul côté, oui. Mais quand on veut se placer des deux points de vue, je ne vois pas d'avantage en la polygamie. Je ne suis pas un défenseur forcément de la monogamie, mais je dis qu'avant que chacun de nous ne s'engage dans ce type de relation-là, il faut que chacun de nous se regarde l'objectif du mariage. On se marie pour être avec un ou une partenaire le plus longtemps possible et heureux aux côtés de cet homme-là. Sinon, à quoi ça sert le mariage? Tout ce qu'on fait dans le mariage, c'est des choses qu'on est capable de faire seul. Mais si on se met avec quelqu'un, c'est pour qu'on le fasse ensemble et qu'on prenne plaisir à le faire ensemble. Oui. Donc, il n'y a personne qui vient dans le mariage pour faire rien que le bonheur de son partenaire. En 30 secondes, qu'est-ce que vous leur dites, par exemple, ces dames qui viennent vous voir et puis qui vous exposent ces cas? Moi, je ne juge pas en général. Quand elles viennent m'exposer ça, on analyse les dégâts créés dans leur vie par les phénomènes. Et c'est à ces dégâts-là que nous, on s'attaque en tant que psychologue. Oui. Voilà, donc moi, les conseils du genre, il faut faire ci, ça c'est pour ceux qui ont envie de faire ça. Moi, j'analyse au fond, je vois quels sont les problèmes que la personne est en train de traverser. Et ces problèmes-là, c'est de l'anxiété, c'est de la dépression, c'est de l'angoisse, c'est tel problème. On va s'attaquer à chacun de ces problèmes-là et à tous les dégâts collatéraux créés par ces problèmes et puis on aide la personne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Docteur Frédéric Zabidjo, il est psychothérapeute. Avec lui, aujourd'hui, bien sûr, c'est la polygamie, ce sujet que nous avons évoqué. Voilà, on a surtout appris beaucoup sur les différents thèmes à prononcer. Lorsqu'on parle, bien sûr, de la polygynie, de la polyandrie, et c'est tous ces deux mots-là qui forment la polygamie.